4. Les ouvrages sont très différents puisqu'on a d'un côté un roman, de l'autre un essai. Néanmoins, je pense qu'on peut trouver un point commun qui est assez évident entre ces deux textes, c'est le fait que pour nous parler de sujets politiques, ils partent très politiques et qui posent énormément de questions. On part de situations intimes, de situations personnelles dans les cas. Alors on sait bien que l'intime est politique, ce n'est pas une surprise. Néanmoins, ici, ça prend vraiment tout son sens. Et le premier point qui me paraît important, c'est qu'en partant de l'intime, on utilise une forme de langage, de choix des mots qui est propre à chacun et qui est très interpellant déjà dans l'ouvrage du collectif PD. Et puis chez Mathilde, la question du langage, elle est vraiment au cœur, à mon avis, du roman, puisqu'on est sur le récit d'une agression lesbophobe et on a vraiment toute cette question de qu'est-ce que c'est se raconter, le fait d'avoir son propre témoignage réécrit, comment est-ce qu'on transmet en tout cas une expérience intime et comment est-ce qu'on en fait part dans un texte. Alors. Mais effectivement, c'est un texte sur le langage. C'est aussi comment on est aussi silencié dans son identité, et c'est quelque chose que cette narratrice retrouve, puisque aussi par ailleurs, pour prouver une agression lesbophobe, il faut prouver qu'on est lesbienne. Et ça, c'est compliqué. Et c'est d'ailleurs peut-être moi ce que j'ai beaucoup aimé dans le recueil PD, c'est que en tant que lesbienne et dans l'enfance, tout ça, c'est de voir à la fois tous les parallèles et puis certaines différences. Et peut-être celle-là, c'est une différence, c'est que les PD, eux, tout de suite, ils sont repérés, insultés, et c'est pas tout à fait la même discrimination peut-être que chez les petites lesbiennes. Enfin, voilà, j'ai essayé de voir les différences et les parallèles. Et voilà. Après, je peux passer. Tenir un livre qui a un titre qui s'appelle PD, déjà, c'est pas anodin. Ça peut empêcher certaines personnes aussi de le lire. C'est déjà une approche et un parti pris littéraire d'utiliser une insulte comme titre d'un ouvrage. C'est un parti pris aussi d'accepter que Google ne référencera jamais correctement notre livre, par exemple, ou que les réseaux sociaux nous censurent. Bref, c'était plein de questions qu'on s'est aussi posées en prenant ce mot, en se le réappropriant, en le dépouillant de sa violence et en faisant un outil politique, sensible, militant. Et c'est ce qui fait, je crois, la force de ce mot, c'est que chacun aussi peut l'habiller différemment. Et ensuite, de mon plein gré, en tout cas, pour parler de ce livre-là, utilise effectivement aussi le récit intime d'une histoire qui est profondément politique, évidemment. Et il y a plein de parallèles à faire sur, pas forcément dans le style littéraire, même chacun de nous 8 a des styles littéraires très très différents, mais il y a des choses qui se rejoignent, le dédain de la police vis-à-vis des lesbiennes et des homos, par exemple, ce traitement-là qui est hyper problématique. Et plein de PD peuvent témoigner du traitement qui leur est fait dans les commissariats aussi. Et puis cette espèce de voir, je sais pas si nous, quand on va dans les commissariats de police, on doit prouver qu'on est PD, peut-être aussi. Mais en tout cas, il y a un autre truc qui m'a fait penser à ce que tu disais, c'est Ruben qui parle de ça dans son texte, sur ces homos migrants qui doivent prouver qu'ils sont homosexuels en arrivant en France. Et ça, c'est un vrai sujet, et c'est un vrai problème en réalité, et Ruben explique ça magnifiquement bien. Donc ça m'a fait penser à cette situation qui est de notre contexte, mais qui nécessite de prouver qu'on est homo ou lesbienne dans ce contexte-là. Ouais. En tant que PD, mais en tant que lesbienne aussi, en fait, en tant que personne trans, on vient d'une très longue histoire de lutte, et la lutte, elle est toujours passée par la réappropriation de l'insulte pour pouvoir redevenir maître et maîtresse, je pense, de son corps et de son histoire dans l'espace public. Et voilà, en tout cas, moi, c'est pour ça que c'est tout de suite un titre qui m'a parlé. Moi, j'ai l'impression d'être passé de hétéro à PD sans passer par la case gay. Et le mot gay, j'ai eu un peu de mal à l'habiter. Et je pense que par ailleurs, il y a une part d'homophobie intériorisée là-dedans qu'il faudrait questionner. Mais bizarrement, il était plus facile pour moi d'habiter PD parce que dans PD, il y avait de la colère.
Et je crois que ça m'intéressait beaucoup plus de le cracher comme ça aux gens de manière un peu énervée. Et voilà. C'est un mot qui est par ailleurs tatoué sur ma cheville, et mon texte commence par le récit de cette séance de tatouage avec 2 amis IE. Et voilà. Et ce qui m'intéressait dans ce texte, moi, c'était d'interroger ce que veut dire à un moment habiter PD. Donc c'est une réflexion sur le langage et son pouvoir d'assujettissement, la façon dont un jour on comprend que un mot qu'on connaît, qu'on a entendu, qu'on a soi-même employé, en fait c'est de nous dont il parle et c'est nous qui l'appelle, et il va falloir l'habiter. Et en même temps j'avais aussi envie d'interroger la façon dont PD, au-delà du langage, se matérialise en fait, parce que parfois même avant même que le langage ne nous désigne, en tout cas individuellement, certaines violences nous concernent déjà, nous visent déjà, et donc voilà, j'avais envie aussi d'interroger ce rapport très matériel à qu'est-ce que ça veut dire PD. Votre texte dit voilà, on n'arrive pas à sortir de cette situation vraiment de société française confrontée, qui ne s'empare pas de la question de l'homophobie et qui ne réagit pas. Où est-ce qu'on en est exactement sur ces questions-là, si on fait le point, voilà, en 2023 en France, sur la question de la lesbophobie et de l'homophobie de manière plus générale, qu'est-ce qu'on peut en dire et qu'est-ce qui peut être prioritaire et qui vous a donné aussi envie de faire ce texte collectif? En 2020, j'avais écrit un papier à la première personne qui s'appelait « À la recherche du mytho gay » et qui a fait pas mal de bruit et qui évoquait notamment la question dont les points de départ étaient la question des violences sexuelles subies dans leur enfance par les corps gays. Et gays, mais de façon générale, l'ensemble des populations LGBT sont surexposées aux violences sexuelles intrafamiliales. Il a remué beaucoup de gens, ce papier. Moi, j'ai reçu des dizaines de messages pendant plusieurs mois à ce sujet, et notamment un message très beau d'un auteur basé à Berlin qui s'appelle David Le Guermic, et qui me disait oui, j'aimerais créer des espaces pour réfléchir à ces questions-là entre nous, en fait, aux questions des violences qui nous visent à l'extérieur, à l'intérieur de la communauté. Et David me disait, j'aimerais trouver un espace pour faire... alors il avait dit pédorité à l'époque, ce mot est devenu pédérité depuis, qui est une idée que j'essaye de populariser comme ça depuis 2-3 ans. Et oui, avec cette idée de peut-être qu'on a besoin de retrouver des espaces ensemble pour... penser déjà où est-ce qu'on en est politiquement, parce que c'est pas très glorieux la communauté gay aujourd'hui. Politiquement, bon, pas plus ni moins que la société française, politiquement c'est pas très glorieux. Et surtout, comment est-ce qu'on peut penser à partir des violences qui nous visent. Et voilà. Et après ce travail-là, moi j'ai commencé à m'intéresser sur les meurtres gayphobes, puisqu'il faut savoir qu'en France, on en parle remarquablement peu. Mais on meurt encore d'être gay, et assez régulièrement des hommes gays sont assassinés dans ce pays. Moi j'étais assez étonné de voir à quel point c'était peu repris. Il y a eu très peu de rassemblements, on connaît très peu les noms de toutes ces victimes. Et je pense que ça a aussi participé de ma volonté de recréer du collectif et de se dire peut-être que si nous on ne se saisit pas de ces questions-là, personne ne va le faire pour nous. Et donc il est important qu'on ait des espaces pour le faire. Très récemment, il y a quand même eu beaucoup d'attaques de centres LGBT, ce qui est quand même assez inquiétant parce que c'est justement le cœur des endroits où on peut se retrouver, où des personnes LGBT isolées peuvent aller. Donc attaquer cet endroit-là, c'est assez fort le message que ça donne. Je vais évidemment acquiescer tout ce qui vient d'être dit, et les chiffres du dernier rapport d'SOS Homophobie le disent aussi, hein, c'est presque 30% d'agressions homophobes l'année dernière. Il y a eu une explosion des agressions lesbophobes aussi pendant le débat sur la PMA. Il y a eu aussi une explosion des agressions homophobes et lesbophobes pendant le débat sur le mariage pour tous. En fait, c'est le retour de bâton de cette hyper-visibilité, hyper-médiatisation, cette hyper-présence médiatique dans laquelle on raconte tout et n'importe quoi, et dans laquelle souvent les propos LGBTQI-phobes ne sont pas repris, quoi. Et donc ce fiel qui se déverse forcément laisse pousser
des mauvaises herbes, et qui finalement, c'est un processus qui malheureusement est le prix à payer d'être visible et de prendre la parole, d'occuper des espaces dans lesquels on n'est pas prévu en fait, on n'est pas accueilli dans ces espaces-là. Donc effectivement, nous, on s'organise comme on peut. Les livres en tout cas qu'on a écrits, je pense que ce sont aussi des réponses aussi pour raconter d'autres manières de vivre, de se voir au monde, de se raconter et d'exister. Alors j'ai envie de rebondir sur 2 points qui me paraissent très importants que vous évoquez, qui sont vraiment sur la question des luttes, sur avoir les espaces de lutte, enfin vraiment avoir des espaces collectifs, avoir des espaces identifiés, et sur la question de l'organisation du message et des luttes à porter. Enfin, ça me semble en fait quasiment un parallèle avec ce qu'on retrouve dans le féminisme, sur le fait qu'on considère que oui, en fait, en tant que femme, on a aussi les mêmes acquis que les hommes, et on voit bien pourtant que les problèmes, ça ne solutionne pas toutes les questions. Et le parallèle que j'y vois avec la question féministe, c'est sur cette question de transmission. Enfin, on a aussi un gros problème au niveau féministe, c'est la question de à chaque génération. Enfin, il y a des femmes qui ont lutté avant nous et qui ont mené des luttes, et en fait, on a l'impression que à chaque génération, on a un problème de transmission militante, de formation, d'héritage vraiment qui se transmet. Et j'ai l'impression que, enfin, c'est peut-être que juste une perception, mais qu'il y a exactement cette même thématique et ce même problème un peu dans la communauté LGBTQIA+. La première réponse qui me vient, c'est l'existence d'un centre d'archives LGBTQI+, qui est promis depuis 20 ans par la mairie de Paris, qui n'existe toujours pas et qui est juste scandaleux. Quand des villes comme San Francisco, Berlin ou Londres en ont, aujourd'hui, ce sont des centres communautaires, des archives, des personnes privées qui collectent ces archives et qui font un super travail, cela dit, mais sans moyens et sans espace, sans lieu pour faire vivre ces archives. C'est ce que dit Sam Boursier, les archives c'est de la vie, on est tous des foyers d'archives, et heureusement qu'il y a le collectif Archives LGBTQI+, aujourd'hui pour porter ce projet et mettre la pression auprès des institutions. On parle de la mairie de Paris, mais c'est aussi la région Île-de-France, c'est aussi le ministère de la Culture, c'est la DILCRA, c'est un tas d'institutions qui doivent aussi prendre leur part financière et nous permettre d'avoir un centre d'archives LGBTQI+, autonome, autogéré, fait par les personnes de la communauté, mais pour tout le monde. C'est-à-dire que ce sont des endroits dans lesquels les archives peuvent vivre, sont exposées, dans lesquels on communique, etc. Bonsoir, j'aimerais juste vous poser une question. Ça a été dans vos débats tout à l'heure, dans vos échanges, les lieux qui créent une sociabilité LGBT en dehors de la fête, en dehors de combats extrêmement politisés, extrêmement militants, ou qui peuvent paraître être extrêmement militants, notamment aux yeux de ces hommes ou femmes, comme Michael peut l'être dans le texte d'Adrien. Quels sont les espaces qui manquent aujourd'hui et quelle est la forme de ces sociabilités-là, quelle est la forme de ces structures qui manquent aujourd'hui? Sur quoi elles peuvent se baser potentiellement? Moi, je crois qu'il y a des choses qui existent déjà. Je lisais pas mal d'articles sur les prides des campagnes, par exemple, il n'y a pas longtemps, qui sont assez récentes finalement, qui ont 2-3 ans, qui font exister aussi des vies LGBT dans les campagnes et en milieu rural, là où justement, tu parlais du texte d'Adrien, il y a d'autres biais, il y a d'autres oppressions, il y a d'autres systémiques qui se jouent en campagne et en milieu rural sur les vies PD par exemple. Et je crois que ces prides-là, j'ai l'impression, dans les témoignages que je lisais, dans les vidéos et les interviews que je lisais, qu'elles permettent aussi à ces personnes-là de parler de ce qu'elles vivent. Ensuite, des lieux qui sortent de lieux festifs, de sexe ou hyper politisés pour les PD, par exemple, on peut en inventer plein. Moi, je rêverais d'avoir un book club PD, par exemple, pour parler de lecture. Voilà. Mais en tout cas, c'est chouette, ça serait chouette d'avoir des espaces qui puissent permettre ça aussi.